Merci. Je vous propose de reprendre la séance. Madame Masson, vous demandez la parole et Madame Magan ensuite. C'est tout à fait autre chose. Il ne s'agit pas du sujet en cours. Monsieur le Président, les usagers du transport public de la métropole subissent actuellement un conflit qui par sa forme, désorganise le réseau et ne permet donc pas aux usagers de l'utiliser de façon fiable concernant les horaires. Le droit de grève est un droit constitutionnel, ce n'est donc pas l'objet de mon propos. Par contre, je voudrais revenir sur la comparaison faite dans ce conflit entre l'arrivée du tramway et la mise en service du téléphérique. En 2012, les 14,3 km de tramway ont eu un impact majeur sur l'entreprise. Tous les corps de métier, chauffeurs, vérificateurs, travailleurs des ateliers, agents d'accueil ont connu des modifications fortes de leur travail. Il était donc normal, comme cela s'est fait dans tous les réseaux à l'arrivée de la première ligne de tramway, que l'ensemble des agents de l'entreprise aient une augmentation salariale sous forme de points supplémentaires. En 2016, l'arrivée du téléphérique ne provoque pas le même impact dans le réseau. Moins de 20 personnes sur les 450 agents de l'entreprise ont vu leur métier se modifier. On n'est pas dans la même situation qu'en 2012, et donc il n'y a pas lieu de procéder de la même manière, d'autant plus que les équilibres financiers des réseaux de transport sont fragiles. Et cela ne risque pas de s'améliorer. M. Fillon, s'il est élu, propose la suppression des versements de transport. J'en appelle à la... S'il est élu. Pour l'instant, c'est un comité. J'en appelle à la responsabilité et à la sagesse de tous, afin que les usagers des transports publics de la métropole retrouvent très rapidement un service public de qualité. Merci, Madame Magan et Stéphane Boulard. Oui, Monsieur le Président, mon intervention est un rappel au règlement en vertu de l'article 7.5, 8e alinéa du règlement intérieur du Conseil de Brest Métropole. Je cite, la parole est toujours accordée en cas de rappel au règlement, etc. Alors, Monsieur le Président, vous m'avez adressé, sous le double timbre de maire et de président de la métropole, une lettre datée du 24 janvier dernier, pensant devoir me rappeler les dispositions des articles 4.2 et 7.5 du règlement intérieur de notre Conseil. Comme vous en avez envoyé copie au président des groupes politiques de la ville et de la métropole, je me crois fondé à en parler, y compris en métropole, même si vous faisiez allusion à la ville. Je note au passage d'ailleurs que vous reconnaissez cette fonction de président de groupe que vous faites le plus souvent mine d'ignorer me concernant. Je ferme la parenthèse. Alors, vous prenez soin de citer ces articles du règlement. L'article 4.2 énonce: le maire ouvre et clôture les séances. Il dirige les débats et délibérations et maintient l'ordre des discussions. Nul ne songe, Monsieur le Président, Monsieur le maire, à vous disputer cette prérogative. L'article 7.5 règle la procédure des débats en soulignant que, je cite, « chaque projet de délibération fait l'objet d'un résumé oral par le rapporteur. Tout conseiller qui désire prendre part au débat doit demander la parole au maire. Elle est donnée suivant l'ordre des demandes. L'ordre des orateurs est fixé par le maire. Ceci n'est que la traduction de l'article L 2121-14 du Code général des collectivités territoriales qui précise bien que, je cite, le conseil municipal est présidé par le maire. Et oui. Mais la jurisprudence nous indique aussi que si le choix des questions portées à l'ordre du jour relève du pouvoir discrétionnaire du maire, l'exercice discrétionnaire de cette compétence ne doit pas porter une atteinte excessive au droit de proposition des conseillers. Tout pouvoir en démocratie a ses limites. Alors la suite de votre lettre m'invite, je cite,
à respecter désormais strictement ces dispositions. Et vous ajoutez « j'y veillerai ». L'effroi passé devant la puissance de la menace, je me permets à mon tour de vous rappeler que le respect de la minorité est une caractéristique essentielle de la démocratie. Le droit d'expression des élus constitue une liberté fondamentale, reconnue aussi bien par des sources normatives internationales, telles que l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que par des textes de droit interne comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nous y sommes attachés, nous, la déclaration du 26 août 1789. La manifestation publique de leurs opinions est de surcroît, pour les élus, une garantie consubstantielle de leur statut, et le droit d'expression des élus constitue une liberté fondamentale, ça a un sens en droit, vous le savez, au sens de l'article L. 521-2 du Code de la justice administrative, ce qui veut dire qu'on peut en appeler. Alors, lors du dernier conseil municipal de Brest, vous avez évoqué votre responsabilité en matière de police de l'Assemblée, à laquelle j'ai répondu, vous déniez tout droit à la police de la pensée. Mais cette notion de police de l'Assemblée n'est pas anodine. Elle relève de l'article L. 2121-16 du Code général des collectivités territoriales que tout le monde connaît par cœur. Le maire a seul la police de l'Assemblée. Mes chers collègues, écoutez. Il peut faire... Non, mais attendez, c'est intéressant ce code. C'est intéressant ce code. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre en cas de crime ou de délit. Il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi. Voilà de quoi j'ai été menacé. Alors, Monsieur le Président, Monsieur le Maire, quel trouble à l'ordre public ai-je commis? Je n'ai pas de réponse. Quel délit ai-je commis? Ah, si, peut-être un délit d'opinion. Avoir une opinion différente de la vôtre. Mais l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pose que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, ce n'était pas le cas. Quel crime ai-je commis? Alors, oui, je dois avouer, sans doute à votre égard, celui de lèse-majesté. Mais je vous le rappelle que ce crime, qui ne visait d'ailleurs que le souverain, a été définitivement aboli en France par la révision du Code pénal de 1832. Alors, Monsieur le Président maire, résistez à la tentation de museler votre opposition. Cessez ces manœuvres mesquines pour tenter de réduire notre liberté d'expression. La démocratie et la République ne pourront que mieux s'emporter. Vive la République! Monsieur Hervé, vous avez levé la main? Oui. Allez-y, je vous donne la parole. Je vous écoute. Merci, Monsieur le Président. Ah, tant mieux. Monsieur le Président, chaque jour, inexorablement, la vie s'étend. Attendez, excusez-moi. Oui. Je vais m'excuser. Est-ce que c'est sur le sujet de Mme Lagarde ou c'est sur... Non, Monsieur le Président. Ah bon, ok. Donc, Alain Masson souhaitait rebondir sur le sujet. J'organise. Là, je ne fais pas la police de la pensée. Vous aurez la parole, monsieur. Rassurez-vous. Et Alain Masson souhaite rebondir sur... Est-ce que c'était sur le sujet? Moi, je souhaitais rebondir sur ce qu'Alain Masson a pu dire concernant Bibus tout à l'heure. Je rebond. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, l'intervention de Mme Lagarde est intéressante. Surtout si elle est filmée, c'est surtout sans doute encore plus intéressant. Et pour les collègues qui ne sont pas à la ville de Brest, ont peut-être du mal à suivre.
Ce qui se passe régulièrement, et ce qui s'est passé l'autre jour à la ville de Brest, c'est que Mme Algorn a pris la parole au début de séance, ce qui est tout à fait son droit, mais est intervenue sur des sujets qui n'étaient pas encore présentés par les collègues. Et je veux en particulier dire qu'il n'est pas normal et que c'est un minimum de politesse de laisser d'abord les adjoints présenter leur dossier et de réagir après. L'incident s'est produit à propos du TOB de la ville de Brest, où Mme Algorn s'est exprimée sur le TOB, alors que l'adjoint en charge du dossier ne s'était pas encore exprimé. Je trouve que c'est un peu cavalier, ce genre de pratique, et ce n'est pas du tout remettre en cause le droit de la parole et le droit à la pensée. Merci. Reza Salami, sur le sujet. Oui. Oui, Monsieur le Président, je voudrais remercier Madame Algorn particulièrement pour nous permettre de remonter dans l'histoire jusque la Révolution française et puis des textes de droits de l'homme. Je suis extrêmement attaché, comme vous, Madame Algorn, à la démocratie et puis le droit à la parole et libre pensée, libre expression. Mais force est de constater que tout le monde, effectivement, peut se tromper. Nous avions tous les Brestois le plaisir de découvrir Madame Algorn et ses prises de parole depuis maintenant un peu plus de 3 ans. À croire que le sort a voulu s'acharner contre vous, hein, parce que visiblement, à chaque fois, vous avez connu des échecs et des mauvais choix. Et étant donné que tout le monde a le droit de se tromper, je voudrais juste dire, Monsieur le Président, que la moralité de l'observation de Madame Algorn, c'est que nul n'est préfet dans son pays. Madame Algorn. Oui, sur cet adage éculé, je n'aurai pas de remarques, mais nous restons dans la sphère religieuse, hein, si je comprends bien. Monsieur le Président, tout d'abord, vous avez adressé cette lettre à la fois au président de groupe de la ville et de la métropole. Deuxièmement, mon intervention était un rappel au règlement. J'avais d'ailleurs dans ce rappel au règlement précisé que le maire ou le président préside l'Assemblée. Force est de constater à l'occasion du débat qu'une délégation non prévue au code s'est tout d'un coup instillée dans notre débat, puisque c'est M. Masson qui paraît avoir aujourd'hui la police de l'Assemblée. C'est fini? C'est suffisant. On va arrêter là-dessus. Pourquoi ai-je adressé ce courrier au président des groupes politiques de la métropole? C'est que cette pratique Alain Masson a dénoncée, vous l'avez réalisée ici aussi. Voilà. C'est arrivé à plusieurs reprises que sur des délibérations à l'ordre du jour de notre Assemblée, vous interveniez préalablement avant le point numéro 1 de l'ordre du jour. Et je trouve que ce n'est pas bien, ce n'est pas conforme à notre règlement intérieur, ça n'est pas non plus conforme à l'idée que je me fais de la démocratie. Puisque vous avez lu attentivement, je ne dis pas religieusement, mon courrier, je termine par ceci: la démocratie, c'est à la fois le droit de s'exprimer librement, mais c'est aussi la double exigence du respect de l'autre et des règles communes le permettant. Voilà. Je voudrais bien que vous adressiez cette leçon à vous. Et voilà, et donc je ne l'enlève aucun mot de ce courrier que j'ai fait, sans aucune illusion, parce que je pense que vous continuerez à la première occasion, peut-être même tout à l'heure. Monsieur Hervé. Ah oui, Stéphane, excusez-moi. Je trépigne, Monsieur le Président, je trépigne. Je m'excuse par avance de revenir à des préoccupations nettement plus terre à terre, celle d'un maire d'une petite commune de la métropole et néanmoins très agréable. Et quand je dis terre à terre, j'aimerais revenir et prolonger les propos d'Alain Masson concernant la situation à Bibus. Depuis plusieurs jours maintenant, je suis alerté par des familles, par des jeunes, par des familles avec enfants qui déposent aux arrêts de bus de la commune leurs enfants chaque matin. Elles attendent, et des enfants attendent seuls, le matin, dans le noir, sous la pluie, et le ramassage scolaire ne passe pas.
D'emblée, je préfère dire que je suis soucieux du droit de grève, droit de retrait, droit de manifester, et que je suis un fervent partisan de la discussion, du dialogue social dans les entreprises et dans le service public. Et c'est même, je crois pouvoir le dire sans être trop lyrique, que c'est cette liberté qui est aussi l'une des raisons de mon engagement public. Et depuis le début du conflit à Bibus, je ne veux absolument pas m'immiscer dans ce conflit social, mais je tiens à préciser que ce n'est pas sans répercussion sur les organisations familiales. Et j'aimerais, puisque cette compétence transport est exercée par notre métropole, et dans le cadre d'une DSP confiée à Bibus Keolis, j'aimerais que cette mission de ramassage scolaire reste prioritaire, elle est déterminante, et que nous puissions l'exercer pleinement, sans bouleversement, et dans les règles les plus élémentaires de sécurité pour nos jeunes et pour nos enfants. Voilà ce que je souhaitais préciser et vous dire que jeudi dernier, les bus de ramassage scolaire ne sont pas passés à Bouillon. Merci. Rémi, c'est sur ce sujet ou sur un autre? Non, c'est sur un autre sujet, Monsieur le Président. Allez-y. Très bien. Bon, Monsieur le Président, inexorablement, la ville s'étend. À Brest comme ailleurs, les terres agricoles sont grignotées au fur et à mesure, lentement. Les inquiétudes de la ferme Trambillan, alors que démarre l'urbanisation de l'attaque de la fontaine Margaux, nous ramènent à un raisonnement simple et essentiel. Sans terre agricole, pas d'agriculture, pas d'élevage et donc pas de nourriture. L'autosuffisance alimentaire est un des moyens de la souveraineté nationale. Par conséquent, limiter l'étalement urbain n'est pas une option, c'est une obligation. Le but de votre politique de l'habitat est de soutenir la démographie de la métropole. Nous le partageons. En revanche, l'objectif que vous vous êtes fixé de 1300 logements neufs par an nous paraît surestimé. Il vous a conduit à multiplier les actes et à les étendre démesurément. Or, ils se fondent sur un diagnostic dépassé datant d'une dizaine d'années. Des données essentielles ont évolué depuis. Le phénomène de desserrement des ménages, en particulier, est en train de se tarir. Les travaux de révision du SCOT qui sont en cours confirment cette tendance et proposent un objectif modéré de construction de logements neufs et non plus élevé, comme c'est le cas aujourd'hui. Nous vous invitons à intégrer ces nouvelles données dans votre politique de l'habitat et à diminuer vos objectifs en termes de construction neuve. Les étendues des ZAC doivent être réduites pour épargner les terres agricoles, celles exploitées par la ferme Trambillan, comme d'autres. Il est faux de prétendre que l'urbanisation dans les ZAC de Brest Métropole préserve des terres agricoles. L'étalement urbain, où qu'il se fasse, même réalisé avec une exigence de densification, est toujours une perte nette de foncier pour l'agriculture et l'élevage. De fait, l'alternative que constitue la réhabilitation du bâti existant est un enjeu majeur. En la matière, le plan local d'urbanisme de la métropole fixe l'objectif de 50% des logements neufs. Cet objectif doit être revu et augmenté. On nous rétorque que cela ne servirait à rien. Le frein étant que la réhabilitation en zone urbanisée est plus coûteuse que la construction neuve en extension urbaine. Toute proportion gardée, ce discours nous rappelle celui tenu dans les rayons de certains magasins où on vous explique qu'il est moins coûteux d'acheter du neuf que de faire réparer ce qui ne fonctionne plus. Si l'argument s'entend d'un point de vue strictement économique, il ne tient plus lorsqu'on y ajoute la dimension écologique. À l'heure du développement durable, où l'on prône la sobriété dans la consommation d'énergie et des matières premières, on a peine à accepter la construction de nouveaux logements en périphérie, alors même que plusieurs milliers sont vacants en centre-ville. Rappelons que 2500 logements sont dans ce cas sur le territoire de la métropole. Tous les acteurs publics, à leur niveau, doivent agir pour sortir de cette société du gaspillage, où les uns jettent le superflu quand d'autres n'ont pas le nécessaire. La demande de logement neuf est une réalité. C'est un impératif que de l'orienter prioritairement vers la réhabilitation du bâti existant. Nous devons donc trouver des solutions pour rendre cette voie plus attractive, notamment sur le plan économique. À Brest, le péricentre compte de nombreux grands appartements familiaux.
Un parc abondant de près de 12 000 maisons d'après-guerre devrait être placé sur le marché dans les 20 prochaines années. Ces logements sont souvent vétustes. De même, selon la DEPA, 21% des copropriétés du centre-ville présentent des facteurs de fragilité. Le plan local d'urbanisme fait état de votre volonté de construire une stratégie de remise à niveau de ces logements. C'est une bonne orientation. Mais il faut à présent transformer l'intention en action. Des programmes de rénovation urbaine sont en cours. Ils concernent essentiellement l'habitat très dégradé, dans certaines zones de la métropole seulement. Un dispositif nouveau doit maintenant être inventé pour parvenir à la montée en qualité de ce parc de logements. Ce doit être une priorité de la politique de l'habitat de la métropole pour les prochaines années. Faisons en sorte que ces grands appartements redeviennent attractifs et ne soient plus seulement pour les familles une porte d'entrée puis un tremplin vers le logement individuel, mais une réelle solution d'habitat sur le long terme. Je vous remercie de votre attention. Merci. Thierry Ferret. Oui. Alors donc sur le cas de la fontaine Margot, donc je crois que là aussi, la droite brestoise est fâchée avec les chiffres. Parce que alors, tout à l'heure on nous disait qu'il y avait 70% d'espace naturel, alors qu'en fait c'est plutôt un tiers, et là on nous dit qu'il y a seulement 50% de renouvellement urbain. Or, au dernier conseil de métropole, nous avons passé le PLH, et vous pourrez le reprendre et vous lirez dedans que la réalité du renouvellement urbain sur Brest sur les 3 dernières années est de 69% des logements produits. Donc on est tout à fait d'accord avec votre propos, il faut aller beaucoup plus loin les 50% que nous avons posés comme objectif, et donc nous l'avons fait, puisque nous approchons les 70%. Sur la réalité, il y a évidemment une réalité à ce que les logements en centre urbain n'accueillent pas la même typologie de ménage que celle en extension urbaine. Puisque les prix de sortie des collectifs, puisqu'en renouvellement urbain c'est quand même majoritairement des collectifs, même si on a un exemple par exemple dans le télégramme d'aujourd'hui qui est différent, mais enfin c'est pas avec une seule maison sur un toit qu'on va répondre aux 1300 logements par an. La réalité statistique de la production en centre-ville est plutôt du T1 au T3 et un petit peu de T4. Or, la réalité de ce qu'attendent les jeunes ménages aujourd'hui qui s'installent avec des enfants, c'est plutôt du T4, T5. Donc en effet, si on souhaite garder des familles sur la métropole, eh bien, nous devons rentrer dans ce jeu de concurrence qu'il y a avec les différentes couronnes autour de la métropole et qui propose de la maison individuelle. Et donc il nous faut aussi produire ces maisons individuelles en habitat beaucoup plus dense. Et c'est pour ça que nous expliquons que nous saurons des terres agricoles en construisant en beaucoup plus dense sur la métropole. Pour exemple, à la Fontaine Margot, nous allons être sur une densité de 25 logements à l'hectare sur 60 hectares. Eh bien, faites le calcul sur une densité telle qu'elle sera sur les autres couronnes autour de Brest. Et dans le SCOT, justement, les chiffres de 8 à 10 logements à l'hectare sont fixés comme objectif. Eh bien, ça fait 3 fois plus de surface. Donc à chaque fois qu'on construit un logement sur Brest, eh bien, on sauve 2 fois cette surface-là en espace agricole ou naturel à l'extérieur de Brest, parce que la densité de production est bien inférieure. Après, vous dites qu'il faut revoir le SCOT. Désolé, mais tous les 15 jours, moi je suis dans les réunions justement qui préparent cette révision du SCOT, et les chiffres qui sont travaillés avec l'ensemble des intercommunalités du pays de Brest confirment bien ces 1300 logements, ces 1300 propositions de logements, parce qu'en fait c'est pas la production, mais c'est les dépôts de permis de construire, c'est l'objectif de 1300. On confirme bien cet objectif, et croyez bien qu'à l'extérieur de la métropole, l'enjeu est exactement le même, et que là aussi, ils sont tous très regardants sur leur capacité à construire, et croyez bien que cette décroissance vous dites que le desserrement des ménages se tarit, eh ben, ça reste à voir, et pour l'instant, croyez bien que sur l'ensemble du pays de Brest, les communes sont exactement dans la même dynamique que la nôtre. Donc voilà, après,
sur la question du renouvellement urbain, je crois que nous avons montré, et nous continuons à le montrer, cette volonté extrêmement forte, à la fois avec les différentes OPA, à la fois avec l'ANRU, qui commence voilà, au premier semestre, avec des sommes que nous allons réussir à mobiliser, qui sont probablement proches de la centaine de millions d'euros, justement pour ce renouvellement urbain, je crois, et que nous allons chercher à la fois en local, à la fois en régional et à la fois au plan national, je crois que nous montrons la volonté de faire ce renouvellement urbain. Alors vous dites qu'il faut l'étendre et avec des dispositifs nouveaux, il n'y a pas de souci. Allez-y, amenez les dispositifs, mais la réalité c'est que ça se chiffre en dizaines de millions d'euros pour alimenter ces dispositifs. Donc il ne s'agit pas d'amener des dispositifs, il s'agit aussi d'amener l'argent sur la table. Donc voilà, donc aujourd'hui, moi je crois qu'on a une vraie volonté pour faire ce renouvellement urbain, et donc voilà, c'était la réponse. Merci.